Rapport de Fullerton City. J'ai passé la dernière heure à chercher le nom de ma ville natale sur Google. Il n'y a rien. Toutes les écoles et tous les restaurants locaux ont disparu. Même mes réseaux sociaux sont un peu chamboulés. Je ne trouve aucun de mes amis en ligne. Je ne trouve personne. En fait, ça me fait assez peur. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de pareil? Vous ne me croyez pas? Essayez vous-même. Fullerton City High? Disparu. Fullerton Middle? Disparu. Fullerton Elementary School? Disparu. Fullerton City College? Disparu. Cette garderie derrière le magasin de pneus et à côté de ce McDonald's, où ma mère nous emmenait quand nous étions petits, vous voyez l'idée. Tout a disparu. Des milliers de personnes, des douzaines de lieux. Je ne peux trouver d'informations d'aucun site. C'est comme si nous avions disparu. Je ne peux même pas contacter la police. J'aimerais que ce soit le seul problème. Ma famille et moi nous sommes réveillés ce matin avec une panne de courant totale. Toutes les maisons du pâté de maison ont perdu l'électricité. Cela arrive souvent ici dans la vallée, alors mon grand frère, Marc, a installé son ordinateur pour avoir une connexion satellite. Nous sommes tous les deux accroupis près du générateur, essayant désespérément de comprendre ce qui s'est passé au cours des dernières heures. Mes parents sont en panique, ils ne disent rien, ils ne disent pas pourquoi, mais nous avons nos doutes. Hier soir, j'ai vu quelque chose dans les bois, juste avant que la lumière ne s'éteigne. Quand il faisait encore sombre, Marc m'a réveillé et m'a emmené à la fenêtre de sa chambre. Il a pointé frénétiquement du doigt les arbres derrière notre maison. Il pleuvait. Le brouillard rendait difficile l'adaptation de mes yeux, mais au bout d'un moment, quelque chose de grand s'était lancé vers le porche arrière du voisin. Une branche épaisse est tombée sur son passage. Puis quelqu'un a crié. Mes parents sont entrés en courant dans la pièce à ce moment précis. Je suppose qu'ils avaient entendu le tumulte et qu'ils avaient eu peur. Maman nous a fait signe de nous éloigner de la fenêtre. J'ai obéi immédiatement parce que mes parents peuvent être effrayants quand nous n'obéissons pas, mais Marc est resté là un peu plus longtemps. Je n'ai pas vu ce qu'il a vu. Marc a murmuré qu'il a vu quelqu'un courir. Il a dit que ça avait l'air de fuir quelque chose. Mon père a éteint les lumières. Cela m'a semblé étrange et j'ai poussé mon frère sur le côté. Il a plissé les yeux vers la fenêtre en silence. Finalement, après ce qui a semblé une éternité, il a conclu, il n'y avait rien, juste le vent dans les arbres. Puis la lumière s'est éteinte. Mes parents se comportent bizarrement depuis ce moment-là. Pendant la journée, ma mère a essayé de nous garder dans la cuisine. Elle a préparé le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner dans la cheminée. Elle a même sorti un jeu de société dans l'après-midi et nous avons joué pendant quelques heures. Elle continuait de poser des questions sur les devoirs, le football, le baseball ou n'importe quoi d'autre qui n'était pas la situation étrange dans laquelle nous nous trouvions. Nous avons essayé de changer de sujet, nous avons essayé de lui demander ce qui se passait dehors, mais c'était inutile. Elle a ignoré nos questions. Mon père avait un regard sauvage dans les yeux. Marc et moi ne nous souvenons pas de l'avoir déjà vu comme ça. Il se précipitait pour vérifier la fenêtre toutes les quelques minutes. Puis il s'asseyait pour vérifier son téléphone portable, puis revenait à la fenêtre, puis à son téléphone, comme une horloge. Chaque rotation le laissait plus agité que la précédente. Le câble ne fonctionnait pas, l'internet était intermittent. Il n'y avait vraiment rien à faire d'autre que de lire un livre ou de jouer à un jeu. Marc a demandé à sortir se promener avant le dîner. J'ai pensé que ma mère allait avoir une veine qui allait éclater sur son front. Personne ne sort, a-t-elle lâché. Il pourrait y avoir des fils électriques tombés sur le sol. Marc a reniflé. Surveille ton attitude. Gardez les fenêtres fermées. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a simplement regardé avec des yeux mortels et effrayés qui m'ont vraiment mis mal à l'aise. Elle avait l'air de vouloir me dire quelque chose, mais mon père a répondu à sa place. Je n'avais même pas remarqué qu'il écoutait. Personne ne sort. Je suis retourné à mon livre sans discuter. J'ai trouvé une des vieilles collections de Stephen King de ma mère et je suis tombé sur une histoire de rat dans un sous-sol plus grand qu'un homme. Le temps a passé un peu plus vite pendant que je lisais. Les murs de ma maison ont commencé à s'évaporer. Il n'a pas fallu longtemps pour que je sois absorbé par l'histoire, descendant l'escalier, m'enfonçant plus profondément dans l'obscurité à chaque pas, écoutant les choses indescriptibles bouger dangereusement autour de moi dans le noir. Quelqu'un a frappé à la porte vers 22 heures. Après une journée entière d'ennui sans fin, j'ai pensé que cela pourrait être une bénédiction. Peut-être un technicien,
Peut-être un voisin, peut-être que mon ami du quartier avait finalement convaincu sa mère de traverser le champ de mines de fils électriques imaginaires. Je me suis levé de ma chaise pour ouvrir la porte. Mon père a couru à travers la pièce pour me bloquer. Je ne crois pas l'avoir déjà vu courir. Il a mis sa main sur ma bouche. J'ai essayé de protester. Il a serré mon bras. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air effrayé. Ses yeux étaient de feu. Il y a eu un silence dehors, comme si quelqu'un écoutait. Un doigt sur ses lèvres m'a fait signe de me taire. J'ai regardé ma mère et j'ai vu qu'elle faisait la même chose avec mon frère. Il avait l'air de vouloir pleurer. Les coups ont repris. Le rythme était agréable au début, le typique formel mais amical. Puis une pause. Puis, j'étais confus. Pourquoi avait-il peur? Pourquoi un cambrioleur frapperait-il à la porte? J'ai pensé que cela pourrait être quelqu'un qui nous dirait ce qui se passait, et j'étais agacé par la paranoïa de mes parents, alors j'ai eu l'idée d'essayer de dire quelque chose quand même. Ce n'était pas ma meilleure idée. Au secours. Mon père m'a attrapé par la gorge et m'a poussé contre le mur. Ses paumes moites ont glissé sur ma bouche. Il a levé un doigt sur ses lèvres et l'Y a maintenu. Mon frère a gémi dans le coin. Les charnières de la porte grinçaient sous la pression des coups. Mon père a plongé sa main dans sa poche avec la main qui était auparavant autour de mon cou. Je savais qu'il y avait un couteau. Et aussi vite que cela avait commencé, les coups ont cessé. La maison est redevenue silencieuse. Mon père m'a relâché. Des heures se sont écoulées depuis que le visiteur est parti. Mes parents ne nous parlent toujours pas. Ma mère dort sur le canapé. Mon père est assis devant la porte avec une arme sur ses genoux. Est-ce que quelqu'un, n'importe qui, peut s'il vous plaît nous dire ce qui se passe à Fullerton City? Je ne peux toujours rien trouver en ligne. Nous sommes disponibles par message et commentaires tant que notre connexion tient. Je ne pense pas que je dormirai beaucoup cette nuit. C'est trop calme. Vous savez ce qui se passe quand vous cherchez Fullerton City en ligne maintenant? C'est cette publication qui apparaît. Je ne sais pas trop comment décrire ce sentiment. Nous sommes une communauté de centaines, voire de milliers, de personnes, chacune avec ses propres histoires et soucis innombrables. Maintenant, vous n'en entendez qu'un. Je ne peux pas comprendre comment notre empreinte numérique a pu disparaître du jour au lendemain, mais nous y sommes. Deuxième jour dans une ville disparue. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Marc a passé la majeure partie de son temps collé à la fenêtre de notre chambre. Il me réveillait et m'appelait de temps en temps. Parfois, je voyais des éclairs de lumière au loin. Parfois, je voyais des mouvements dans les arbres. Principalement, nous voyions du brouillard. D'épaisses couvertures s'abattaient sur notre maison comme un édredon. Il n'arrêtait pas de pleuvoir non plus. De fortes rafales de vent s'écrasaient contre la maison assez fort pour nous faire sursauter. Mais les parties les plus inconfortables de la nuit dernière ont été les périodes de silence complet et total. Il y a quelque chose dans ce silence qui peut vraiment vous rendre fou. Dans n'importe quelle banlieue, il y a 1 million de bruits de fond à la fois, même dans une tempête, même la nuit. Les oiseaux devraient chanter, les insectes devraient bourdonner, les moteurs de voitures, de motos ou les climatiseurs devraient ronronner doucement à l'unisson. Mais nous n'avions rien de tout ça. Pas un son à part le nôtre et la pluie sur les fenêtres. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux chiens du quartier. Ne devrait-il pas aboyer? Il y en avait un en particulier, un petit aboyeur nommé César, qui ne manquait jamais une bonne occasion de vous réveiller pour un écureuil ou un lapin qui s'enfuyait. Nos voisins ont-ils eu le temps de les faire rentrer? Est-ce qu'il leur est arrivé autre chose? Qu'était-il arrivé à César? Marc m'a réveillé pour la dernière fois vers 5 heures. J'ai essayé, sans succès, de le repousser. J'ai entendu quelque chose dans la rue, a-t-il murmuré. Viens. Je lui ai demandé ce qu'il avait entendu. Ah, clic. Il s'est levé et a marché vers le salon sans un mot de plus. Je ne voulais pas y aller. J'étais déjà assez effrayé. Je n'avais pas besoin, et je n'ai toujours pas besoin, d'ajouter une autre couche de folie à cette situation. L'ignorance bienheureuse est parfois la meilleure approche. Mais j'avais le sentiment que ce n'était pas quelque chose que je devais manquer, et je ne voulais pas que Marc soit là tout seul. Alors je l'ai suivi. Le couloir menant au salon passe par la chambre de mes parents. Nous pouvions entendre ma mère ronfler doucement de l'autre côté. Une batte de baseball était appuyée sur sa table de nuit. Son téléphone portable était prêt juste à côté. Nous avons marché sur la pointe des pieds sur le plancher de bois qui craquait et sommes arrivés à l'entrée de la cuisine. Le clic est devenu plus clair à ce moment-là. Marc a pointé du doigt le coin du canapé.
Je l'ai suivi jusqu'au coin. Puis il s'est arrêté net. Mon père dormait avec le fusil dans sa main. Il y avait une fenêtre derrière lui qui donnait sur tout notre salon. À travers l'autre côté se trouvait un gigantesque œil noir. Nous nous sommes figés. L'œil a balayé la pièce. Nous étions à la vue de tous, debout là dans la cuisine, mais pour une raison quelconque, l'œil ne semblait pas nous remarquer. Il est passé devant nous plusieurs fois pour se concentrer sur le grille-pain ou sur quelque chose d'autre. Mon père a dû capter inconsciemment la tension dans l'air. Il a remué et s'est préparé à se retourner. Quand il l'a fait, heureusement, nous avons croisé le regard. J'ai mis un doigt sur mes lèvres. Une compréhension sobre s'est levée sur son visage. Il a enlevé la sécurité du fusil. L'œil a réagi au mouvement du fusil et dans une secousse rapide, il a disparu de derrière la fenêtre, laissant derrière lui une traînée de feuilles et de traces éparpillées. L'air s'est échappé de mes poumons. Quelque chose de grand est monté les marches en bois de notre porche. Mon père s'est retourné pour pointer l'arme. Cette fois, nous n'avons pas eu besoin que quelqu'un nous le dise. Nous sommes tous restés silencieux. Nous sommes restés silencieux et immobiles pendant la majeure partie de la matinée. Ma mère s'est réveillée quelques heures plus tard et s'est préparée à faire le petit déjeuner, et ce n'est qu'à ce moment-là que nous nous sommes sentis suffisamment en sécurité pour bouger dans la maison. Personne ne lui a dit ce qui s'était passé. Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire. Mon père ne le ferait certainement pas. D'après l'expression de son visage, j'avais le sentiment qu'il préférait ne pas parler du tout le plus longtemps possible. Marc a repris sa place près de la fenêtre. Papa a disparu en bas pour aller chercher une autre boîte de munitions pour son arme. J'ai aidé maman à cuisiner sur le feu, et nous avons tous continué nos tâches dans un silence complet et total. Personne n'a essayé de feindre une conversation. Il ne servait plus à rien de se disputer sur ce qui se trouvait dehors. Nous avions assez de nourriture et assez d'eau. Personne n'allait nulle part. On a frappé à la porte juste après midi. Chacun de nous a instantanément arrêté ce qu'il faisait. Un soupir de soulagement a résonné dans la pièce lorsque la voix familière de notre voisin, Monsieur Hollow, a suivi. « Richardson, vous êtes là ?» La porte a été frappée plus fort. « Pas le temps d'expliquer, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous laisser entrer ?» Mon père est entré et s'est tenu maladroitement entre ma mère et la porte. J'ai réalisé qu'il préférait l'ignorer, mais elle ne lui pardonnerait jamais. Le vrai dilemme d'un homme marié. « S'il vous plaît, les gens, si vous êtes là, ouvrez. » Nous n'avons pas beaucoup de temps, Marc a secoué la tête. « S'il vous plaît, » a-t-il supplié. Jenny est blessée. Ma mère s'est rongé les ongles. Papa a cédé et a regardé à contre-cœur par le Judas. Satisfait de ce qu'il a vu de l'autre côté, il a mis le pistolet dans sa poche arrière, a retiré le verrou et a ouvert la porte. « Merci. Monsieur Hollow est un grand gars costaud. » Il a serré mon père dans ses bras et lui a donné une tape dans le dos si forte que le bruit a résonné dans le couloir. Il s'est approché de ma mère pour lui donner un baiser sur la joue tandis que sa femme et sa fille le suivaient timidement. « Merci, » a-t-il braillé. « Merci, merci. » Nous ne savions pas si nous reverrions quelqu'un d'autre, a hoché la tête mon père maladroitement. Ma mère s'est approchée et a serré Madame Hollow dans ses bras. Un gémissement silencieux et lamentable a échappé de ses lèvres en le faisant. Les deux étaient de grandes amies. Ma voisine était une dame agréable, du genre qui ne se tait jamais d'habitude, mais maintenant elle ne pouvait pas dire un mot. Une fine ligne de sang coulait derrière son pied. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous remarquions la source. Ses pantalons étaient coupés de la cheville au genou. Mon père a claqué la porte. « Viens, Jenny » a roucoulé ma mère. « Nous allons te nettoyer. » Les deux ont marché main dans la main jusqu'à la cuisine. Monsieur Hollow s'est assis sur notre canapé et a essuyé la sueur de son front et de sa chemise. Sa fille, Alice, s'est assise soigneusement sur l'accoudoir du canapé à côté de lui. « Comme je l'ai dit, » a-t-il dit en reprenant son souffle, « heureusement, nous avons trouvé quelqu'un. » Mon père a de nouveau hoché la tête. « Vous l'avez vu ?» a demandé Marc. « La chose qui est dehors, je veux dire. » Monsieur Hollow l'a regardé fixement. Il a pris une seconde avant de parler, comme s'il voulait choisir ses mots, ce qui ne correspondait pas vraiment à un gars comme lui. « L'un d'eux est entré dans la maison, » a-t-il dit de manière définitive. « Une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Nous l'avons piégé au sous-sol. » Mon père a levé la main. Nous ne nous sommes pas sentis en sécurité en restant là-bas, cependant. Mon père a interrompu. « Ça suffit, » a-t-il chuchoté. « Fais une pause, Mike. Parlons. »
Monsieur Hollow a hoché la tête, déconcerté. Il s'est levé et a rampé derrière mon père vers la salle à manger, nous laissant, Mark et moi, mal à l'aise avec Alice. Alice Hollow a mon âge. Elle est petite, avec des cheveux foncés et des yeux foncés. Elle a cette tête ronde étrangement adorable qu'elle couvre d'un nain ou d'une barrette ou d'un autre nouvel accessoire tous les 2 jours. J'ai le béguin pour elle depuis l'école primaire. Je sais que ce n'est probablement pas pertinent, mais je veux juste signaler ce qui peut devenir évident plus tard. Mark m'a donné un coup de coude dans les côtes. Je l'ai ignoré. Alors, qu'est-ce que, as-tu vu quelque chose, ai-je demandé. As-tu vu quelqu'un dehors? Elle a fait une pause puis a secoué la tête. Eh bien, à quoi ressemble l'extérieur? A demandé Mark. Normal, a-t-elle répondu. Calme. Et tu n'as vraiment rien vu? Ai-je demandé à nouveau. Quand ça a commencé, je veux dire? Elle m'a regardé et a secoué la tête, a fait une pause, puis a cédé. Nous étions tous à l'intérieur, en train de dormir, comme vous probablement. C'était tard, ou tôt, je ne sais pas. Mon père était en haut. J'étais en haut. Ma mère ne dort pas beaucoup, alors elle faisait la lessive au sous-sol, elle a hésité. Je ne sais pas ce qui m'a réveillé en premier. Ses cris ou la panne de courant. Les deux ont semblé se produire en même temps. Mon père a commencé à crier son nom, vous savez, Génie. Génie, et ma mère hurlait depuis le sous-sol. Nous sommes tous les deux arrivés à la cuisine et nous pouvions la voir courir dans les escaliers. Elle criait à mon père, vous savez, ferme la porte. Ferme la porte. Mais mon père ne pouvait pas arrêter de regarder ce qui était derrière elle. Il s'est juste figé. C'est sûr, a murmuré Mark. On ne peut pas lui en vouloir. Alors je me suis approché et j'ai fermé la porte juste au moment où ma mère entrait, et quelque chose s'est coincé dans l'embrasure. Ça? Ai-je marmonné. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est quelque chose d'épais et de pointu, comme une griffe, je suppose. C'était aussi humide. Ça a laissé une tache. De toute façon, je ne pouvais pas fermer la porte à cause de ça. J'étais paniqué. J'ai donné un coup de pied à mon père dans le tibia et il a poussé de tout son poids contre le cadre. Le verrou a finalement cliqué et nous avons entendu ce que c'était tombé dans les escaliers de l'autre côté, elle a fait une pause. Il n'est pas remonté. Mon père est réapparu du salon quelques instants après notre silence gênant. Monsieur Hollow le suivait timidement. Qui est prêt à manger? Nous avons mangé notre repas cuit au feu dans un silence relatif. Les 4 parents ont clairement fait comprendre par des regards menaçants que le sujet du spectacle dehors ne serait pas discuté en présence des enfants. Mark a de nouveau demandé s'il pouvait aller se promener. Personne n'a daigné lui répondre. Après que nos assiettes aient été terminées et jetées, nous nous sommes retirés dans divers coins de notre maison de 3 chambres soudainement bondées. Mark et moi sommes retournés dans notre chambre. Alice s'est installée dans le bureau avec sa mère. Ma mère s'est couchée tôt et les 2 pères sont restés, assis, de garde dans le salon. La maison est redevenue silencieuse. Le vent et la pluie ont finalement semblé s'atténuer. Ma nouvelle de Stephen King m'a tenu compagnie. Je ne pouvais pas m'empêcher de m'identifier au personnage principal. Quelque part entre les histoires de rats et d'armures, de rats chauves-souris et de rats albinos qui n'ont jamais vu le soleil, le sommeil est venu facilement et confortablement sous mes draps chauds et familiers. Je me suis réveillé avec un grand coup. Alice se tenait au-dessus de moi. Elle n'a rien dit. Je suppose qu'elle n'avait pas besoin de le faire. Mark et moi avons frotté la dernière trace de sommeil de nos yeux et l'avons suivi sans un mot jusqu'au bureau. 2 lits de camp avaient été installés dans la pièce. L'un semblait en désordre. L'autre était encore fait. Alice a pointé la fenêtre ouverte. Sa mère était partie. Votre ville natale est en train de mourir, et je ne veux pas mourir avec elle. Je sais que ça a l'air ridicule de me lamenter sur Internet pendant que le monde s'effondre autour de moi. En ce moment, ça semble vraiment ridicule, mais vous devez comprendre, si nous ne survivons pas, ce qui est presque certain, cette histoire sera le dernier témoignage vivant de ma ville. C'est important pour moi. C'est important pour eux. Je dois faire savoir à quelqu'un ce qui s'est passé ici, même si ce n'est que vous. La vérité est évidente maintenant, nous sommes en train d'être exterminés. Cette ville et ses habitants sont en train d'être effacés. Fullerton City est déjà presque effacée du subconscient collectif. Il ne reste que les survivants, les créatures et cette histoire. Je la maintiendrai en vie aussi longtemps qu'ils me laisseront faire. Je ne sais pas pourquoi cela se produit. Je m'en fiche maintenant. Je veux juste sortir d'ici.
Ce sera mon dernier message depuis l'intérieur de la maison de mon enfance, la seule chose que j'ai jamais connue. Mon frère et moi avons décidé que nous ne mourrons pas ici. Marc a emballé quelque chose d'essentiel dans notre sac d'école. Il ne reste que cet ordinateur portable et une conversation franche avec mes parents. Je sais qu'ils ont peur. Nous avons tous peur. Mais nous devons faire quelque chose. Madame Hollow n'est pas revenue la nuit dernière. Alice n'a cessé de pleurer que le temps de raconter aux adultes ce qu'elle savait, ce qui n'était pas grand-chose. Elle s'est endormie à un moment donné vers minuit. Sa mère était dans la pièce à ce moment-là. Mais elle agissait bizarrement, tu sais, a-t-elle sangloté. Elle répétait juste les mêmes choses encore et encore. Et son visage était blanc. Vraiment, très blanc. Je pensais que c'était juste le choc de ce qui s'est passé. La griffe, l'attaque, tu sais. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Monsieur Hollow était inconsolable. Eh bien, nous devons la retrouver, Jacques, a-t-il hurlé. Moi, toi et les garçons. Alice peut venir aussi, si elle se sent capable. On a des armes, n'est-ce pas? On a un petit arsenal ici, Richardson. Ils sont grands, mais ces foutues choses sont assez stupides. Mon père a juste secoué la tête et pincé les lèvres. Personne ne va aller dehors. Bien sûr que si. Je ne vais pas risquer la sécurité de ma famille, a insisté papa. Surtout pas la nuit. Le visage déjà rouge de Monsieur Hollow a pris une teinte particulière d'écarlate. Il avait l'air de vouloir exploser. Puis il s'est calmé et a lâché ce qui a suivi comme un sermon. Bien, a-t-il craché. Restez à l'intérieur et soyez des lâches. Mentez à vos enfants, gardez-les sous les couvertures assez longtemps et peut-être qu'ils ne penseront pas qu'il y a des monstres dehors. Tu élèves ta famille comme tu veux, mais ne t'avise pas de me dire comment prendre soin de la mienne. Marc a regardé ses pieds. J'ai évité le regard de mon père. Alice, viens, a appelé Monsieur Hollow. Prends ce que tu as. S'il te plaît, a interrompu mon père. Attends juste une minute. Nous ne restons pas, a terminé Monsieur Hollow. Tu ne me convaincras pas d'abandonner ma femme dehors. Tu me connais mieux que ça, Jacques. Mon père a tendu la main et lui a donné une arme. Nous en avons de trop, a-t-il fait une pause. Tu en auras plus besoin. Monsieur Hollow a hoché la tête maladroitement. Il a pris le pistolet et l'a mis dans une poche de manteau surdimensionné avant de se retourner et de se diriger vers la porte. Ma mère l'Y a rencontré avec un peu de pain et d'autres choses fourrées dans un sac en plastique. Il n'y avait pas grand-chose, mais je pense qu'elle sentait qu'elle devait faire quelque chose. Et il semblait qu'elle voulait en dire plus, mais elle ne l'a pas fait. Alice s'est approchée et m'a fait un câlin chaleureux. Elle m'a serré plus longtemps que prévu. À ce moment précis, j'ai vraiment souhaité qu'elle reste. Pas à cause de mes sentiments pour elle, mais parce qu'une partie de chacun de nous savait ce qui allait se passer ensuite. Tout s'est passé si vite. Merci pour votre hospitalité, Monsieur Hollow nous a serré la main une dernière fois. Mon père a ouvert la porte sans un mot de plus. Le couple est descendu du porche d'entrée dans un épais brouillard du soir. Alice s'est retournée pour faire un signe de la main. Puis elle s'est retournée et ils sont partis. Mon père a refermé la porte. Papa s'est traîné jusqu'au canapé et s'est effondré. Maman a attendu à la porte comme s'il pouvait changer d'avis. Marc est monté à la fenêtre. Il m'a regardé et a secoué la tête, comme pour dire, ce n'est pas bon. Juste au moment où un clic trop familier a résonné dans le pâté de maison. J'ai pu sentir mon corps se tendre instinctivement. Je n'avais pas de véritable préparation pour ce qui a suivi. Le son a commencé doucement avant de sembler remplir l'air. Bientôt, c'était comme si 1000 criquets avaient soudainement envahi Fullerton et avaient tous décidé de striduler en même temps. Le bourdonnement, l'horrible cacophonie, était assourdissant. Quelqu'un a crié dehors. Je n'ai pas pu dire si c'était un homme ou une femme. La stridulation a éclaté encore plus fort qu'il ne semblait dévorer sa voix. Mon père a mis ses mains sur sa tête. Il nous a fait signe de nous boucher les oreilles. Ma mère a commencé à pleurer. Sous le clic, sous les cris, un mot est devenu plus clair alors qu'il était répété encore et encore au loin, « Génie ». Le pistolet a tiré peu après. Un coup au début, puis 2, 3, 4 en succession rapide. Quelqu'un d'autre a commencé à crier. Je savais que ça devait être Alice. La douleur derrière les cris m'a fait tordre l'estomac. Le pistolet a tiré une fois de plus. Le clic s'est dissipé. Les cris se sont arrêtés. Et puis, il y a eu à nouveau du silence. Mon père s'est levé et a calmement éloigné mon frère de la fenêtre.
Maman s'est effondrée en boule devant le canapé. J'ai pu sentir les larmes se former au coin de mes yeux et j'ai lutté désespérément pour les retenir. Tu savais que ça allait arriver, ai-je accusé mon père. Pourquoi les as-tu laissés partir? Il m'a regardé fixement. Ses yeux étaient froids. Tu savais qu'ils allaient mourir et tu les as quand même envoyés. De lourds bruits de pas ont retenti sur le porche. Ma mère ne pouvait pas contrôler ses sanglots. Mon père s'est laissé tomber au sol pour la faire taire. Ça n'a pas servi à grand-chose. Les deux ont fini dans une étreinte de lutte maladroite. Les coups dehors ont continué. Nous les avons tués, a gémi Marc. Et maintenant, ils vont nous tuer. C'est la fenêtre du bureau. Ils cherchent les points faibles, a murmuré Marc. Ils essaient de trouver un moyen d'entrer. Le son est monté au plafond. De lourds bruits de pas marchaient de long en large au-dessus de nous. La cheminée? La cheminée a expulsé de la fumée. C'est trop petit, a murmuré mon père. Ils ne peuvent pas rentrer. S'il te plaît, mon Dieu, ils ne peuvent pas rentrer. Ma mère a enveloppé sa tête avec ses bras. Les coups nous ont entourés. Il devait y en avoir une douzaine, tous vérifiant divers points d'entrée, tous faisant retentir leur chant étrangement fort à l'unisson. Rester silencieux ne servait à rien. Ils devaient savoir que nous étions à l'intérieur. Marc m'a fait signe de regarder par le Judas. J'ai plissé les yeux et j'ai remarqué quelque chose au loin. Il faisait encore sombre, mais le soleil commençait à se lever à l'horizon et avec lui sont venus de timides rayons de lumière, éclairant doucement le quartier. J'ai réalisé que je regardais la maison du bruyant César. Debout devant elle se tenait quelque chose que j'espérais ne plus jamais revoir. La créature faisait au moins 2 à 3 fois la taille d'un homme. Elle se tenait sur 2 énormes pattes qui se pliaient sauvagement au niveau du genou, presque comme des pinces, et derrière elle se trouvaient des pattes plus petites qui traînaient inutilement. À ce moment-là, j'ai pensé qu'elles ressemblaient à des nageoires. L'une des pattes pliées s'est étendue vers la vitre de notre voisin. Il y a eu une pause d'un instant. Sa fenêtre s'est ouverte. J'ai dû lutter contre mes instincts quand une femme a penché la tête par la fenêtre comme pour saluer la créature, qui l'a doucement prise dans ses pattes arrière et s'est éloignée en descendant la colline. Le clic implacable a bientôt laissé place au bruit de pas lourds. Un poids massif s'est soulevé de notre toit. Le soleil s'est levé. Nous étions à nouveau seuls. Nous devons partir aujourd'hui. Nous ne pouvons pas accepter un non comme réponse. Nous n'avons pas le choix. Ces choses savent que nous sommes ici. Elles entreront ce soir. Si je n'y arrive pas, vous savez ce qui s'est passé, mais s'il vous plaît, souhaitez-moi bonne chance. Je me sens mieux en sachant qu'une trace de ma ville vivra ici. Sincèrement, Marc. 12 Pencourt, Fullerton City, New Jersey. Je peux à peine décrire le fait de conduire à travers la dévastation complète de ma ville natale. Nous avons dépassé des douzaines de foyers familiers au fil des ans. Certains avaient des trous de balles, d'autres des cadres pliés ou du verre brisé. Certains avaient des cadavres dans leur jardin, et j'ai essayé de ne pas les regarder trop longtemps parce que je connaissais les visages. Mais c'est difficile d'éviter de les regarder une fois que vous commencez, vous savez? J'ai vu Alice. J'ai vu Monsieur Hollow. J'ai vu des voisins. J'ai vu des amis. Certains sont morts en courant, d'autres en se battant, mais tous semblaient finir de la même manière, en morceaux éparpillés, jetés comme des déchets, décorant presque leur propre pelouse impeccablement entretenue. Mon père conduisait la voiture. Une seule route nous faisait sortir de la ville, mais elle passait par quelques désagréments en chemin. Le supermarché de Grand Street se tenait derrière 2 complexes d'appartements qui étaient autrefois remplis de monde. La station-service de Main nous permettrait de faire le plein, mais on ne l'appelait pas « Main » pour rien, et plus de gens conduiraient presque certainement à plus de problèmes. Tous ces problèmes tourbillonnaient dans ma tête à l'unisson sur fond de toute ma ville découpée comme de l'origami juste devant mon visage. Et mon père ne semblait même pas s'en soucier. En fait, il a fredonné pendant les 10 premières minutes du trajet. Mon père n'est pas du genre à fredonner. Au début, j'ai pensé que c'était peut-être nerveux, mais ensuite ma mère a commencé à se joindre à lui. Les gars? Marc s'est collé à la vitre de la voiture. Il ne me regardait pas, pas même un regard partagé de misère. J'ai su par sa réaction que quelque chose de mauvais était sur le point de se produire. Je suppose que je ne voulais tout simplement pas l'admettre à moi-même. Papa. Mon père a ralenti autour du supermarché. Il s'est arrêté sur le parking sans cérémonie, comme si c'était un mardi ordinaire, alors que les cadavres de nos voisins bordaient les rues entre nous, cuisant clairement dans la chaleur du soleil levant. J'ai même pensé que nous avions roulé sur l'un d'eux. Qu'est-ce qu'on fait?
ai-je demandé. Personne n'a répondu. Allô? Mon père a garé la voiture. Il s'est penché pour donner un baiser sur le front à ma mère. Elle a hoché la tête et lui a souri en retour. Après un moment de silence, il a détaché sa ceinture de sécurité avec soin et s'est préparé à sortir. Personne n'a pris la peine de l'arrêter. Papa, ai-je crié. Attends. Sérieux? Tu ne peux pas sortir. Il m'a souri une dernière fois. Avec le recul, j'aime penser qu'il y avait encore une petite partie de mon père dans ce sourire. Il avait l'air de s'être débarrassé d'un poids, comme s'il nous avait amenés jusqu'ici, comme si son travail était fait. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Je le comprends maintenant. Je n'ai vu la coupure que lorsqu'il s'est levé, juste au-dessus de la ligne de sa ceinture sur sa hanche. Sa chemise avait toujours été rentrée. Ma mère a pris une grande inspiration. Maman, ai-je gémi. Maman, non, non, s'il te plaît. Elle m'a regardé et a saisi ma main. Elle était froide au toucher. Marc a gémi quelque chose de petit. J'ai su alors qu'il avait su tout ce temps. C'est arrivé la première nuit, a-t-il murmuré. Ils ne peuvent plus le combattre. Il ne les laissera pas faire. La porte de la voiture s'est ouverte. Maman, tu ne peux pas sortir. Elle a retiré sa main. Maman, s'il te plaît. C'est bon, chérie. C'est bon, chérie. Elle est sortie de la voiture et a couru derrière mon père. Je n'avais jamais vu ma mère courir avant. C'était si étrange de la voir faire. Je les ai vus tous les deux se diriger vers le magasin main dans la main. À un moment donné, ils étaient là et l'instant d'après, ils avaient disparu. Nous devons les suivre, ai-je supplié. S'il te plaît. Un doux grondement a retenti de quelque part à l'intérieur. D'accord, a-t-il murmuré, hésitant. Mais sois prêt à courir quand je te dirai de courir. Marché conclu? Un deuxième grondement a suivi. Marché conclu, ai-je marmonné. Je suis l'aîné, a-t-il insisté. On ne sait pas ce qu'on va voir là-dedans. Tu dois m'écouter. Tais-toi et allons-y. Nous sommes sortis de la voiture et avons couru à travers le parking vide. La pluie et les vents violents se sont abattus à notre arrivée. Marc a glissé et est tombé dans une flaque de sang particulièrement désagréable. J'ai couru pour l'aider. Au moment où nous sommes tous les deux entrés, nos parents étaient partis. Nous avons regardé autour de nous pendant une minute. Cette porte semblait avoir été bombardée. Les étagères renversées rendaient le passage difficile. Les sols tachés faisaient sentir tout l'endroit pire qu'un abattoir. Au centre du magasin se trouvait un escalier menant au sous-sol. Normalement, les articles plus volumineux comme les cruches d'eau y sont stockés. Nous avions le sentiment très net que nous n'étions pas tout à fait seuls parce que nous pouvions entendre une sorte de mouvement dans cette zone, alors nous nous y sommes dirigés. Marc s'est couvert derrière une caisse enregistreuse cassée. Nous l'avons utilisée pour jeter un coup d'œil aux escaliers. Un énorme puits se trouvait en dessous de nous. Nous ne pouvions pas voir où il se terminait. Marc a pris une boîte de conserve et l'a lâchée. 10 à 15 secondes plus tard, elle a touché le fond. Plus nous nous rapprochions du centre, plus ce mouvement semblait rythmé, presque pulsant comme un battement de cœur. Nous avons entendu des pas. Marc m'a attrapé par le col de ma chemise et m'a tiré à l'écart. S'approchant du centre du magasin se trouvaient un homme et une femme qui m'étaient familiers de différents endroits. C'était ma première pensée, vous savez, qu'ils devaient être ensemble sans que je m'en rende compte et que c'était vraiment une petite ville après tout. Le couple a marché avec désinvolture jusqu'au bord du puits. Ils se sont regardés et ont souri. Puis ils ont sauté, main dans la main, comme s'ils s'attendaient à atterrir dans une piscine à balles. Le bruit sourd est venu après le grondement. Le magasin est redevenu silencieux. Quelque chose semblait siroter en bas. Quoi? A murmuré Marc. Tu ne penses pas que, il boit le sang? Soudainement, la pulsation est devenue plus forte. D'horribles grincements ont retenti quelque part en dessous. Je ne peux pas décrire de manière adéquate le son, presque comme un papillon de nuit géant sortant d'un cocon. Un rythme familier à celui de la tanière s'est emparé de nous, cherchant les points faibles, a murmuré Marc, même à la naissance. Il est temps de partir, a crié Marc. Absolument, ai-je répondu. Chacun de nous a fait sa meilleure performance athlétique à ce jour. Le bâtiment a cédé comme si un tremblement de terre était en dessous. Nous sommes sortis de l'entrée juste au moment où le haut-vent s'est incliné pour écraser la porte tournante. Mon frère est arrivé à la voiture avant moi. Il a sauté sur le siège du conducteur, et Dieu merci, les clés étaient toujours dans le contact.
Il a appuyé sur l'accélérateur et m'a presque laissé avec la porte passager ouverte. J'ai sauté au dernier moment possible. Le magasin s'est effondré derrière moi. Marc ne sait pas conduire et moi non plus, mais n'importe quel imbécile peut appuyer sur l'accélérateur et s'éloigner d'une explosion. Nous avons pris de la vitesse alors que les débris secouaient la voiture. Juste au moment où nous sommes revenus sur la route, Marc a pointé le rétroviseur, et j'aurais aimé qu'il ne le fasse pas. Debout à la place du supermarché se tenait une créature 3 fois sa taille. Je n'y ai pas regardé 2 fois. Nous avons réussi à nous rendre à la station-service avant le crépuscule. Nous l'avons trouvé presque intact. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre soit allé aussi loin. Nous avons pris la route de montagne vers la ville suivante et avons conduit jusqu'après le coucher du soleil. Nous sommes maintenant en sécurité dans un endroit appelé White Valley. Les gens d'ici sont gentils, mais aucun d'entre eux, y compris le shérif, ne peut me dire une seule chose sur Fullerton ou sur ce qui y est arrivé au cours des derniers jours. Imaginez. J'espère plus que tout que cette publication pourra aider d'autres survivants à se manifester. S'il vous plaît, envoyez-moi un message si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez survécu à l'attaque de Fullerton City. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce plaidoyer, nous ne pouvons pas permettre que notre ville soit oubliée. Un jour, nous reviendrons. Je me fiche que ce ne soit que Marc et moi. Je sais que nous pouvons trouver l'entrée de la même manière que nous avons trouvé la sortie. Nous ne nous attendons pas à trouver quelqu'un en vie, c'est juste un espoir qui ne vaut pas la peine d'être entretenu. Mais tout le monde a le droit de savoir ce qui y vit à la place. Pour l'instant, je vous dis au revoir, Matt.